pour cette seconde partie de notre MOOC sur Twitter et le sport, nous allons nous baser sur les utilisateurs sportifs professionnels de Twitter. Donc on va voir comment ils utilisent Twitter, qu'est-ce qu'ils en font, pourquoi ils se sont inscrits au début. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'origine, les sportifs de haut niveau que nous on a pu interroger s'inscrivaient sur Twitter par curiosité, par intérêt, sans pour autant être tout de suite dans l'objectif de partager des performances, de partager des résultats ou quoi que ce soit. Donc, Amaury Levaux, qui est un ancien nageur professionnel, a été, comme il a pu le dire, son inscription sur Twitter lui a permis de montrer sa véritable image et se détacher de ce que disent les médias, de ce que disaient les médias sur lui. C'était un moyen pour lui de montrer qui il était vraiment, qu'est-ce qu'il faisait au quotidien. Donc il postait des photos de ce qu'il faisait, de ses vacances, de ce qu'il mangeait, donc des choses que tous les tweetos font. Cependant, la différence, c'est que ce sont des sportifs de haut niveau et quand ils parlent de leur quotidien, ils sont obligés quelque part de parler d'eux. Donc c'est ce qui arrive dans un second temps, ils se mettent à parler un peu plus de leurs performances, de leurs entraînements, combien de temps ils se sont entraînés et quelles performances, quelles compétitions ils ont fait. Quel rapport les sportifs de haut niveau entretiennent-ils avec leurs followers? Alors, ce qui est important de faire ressortir des entretiens qu'on a pu avoir, que ce soit avec Amaury Levaux, qu'on a vu juste avant, mais aussi Felipe Sade, qui est un footballeur professionnel, c'est qu'il y a une véritable importance attachée à l'interactivité avec les followers. Par exemple, un sportif qui met la performance qu'il a pu faire, qui parle de soi, il va avoir des réactions des followers, des réactions directes. Donc, et si cela est possible, c'est parce que Twitter donne l'impression que la personnalité est comme tout le monde. Et ainsi, les followers se sentent forcément plus proches d'eux et interagissent directement avec. Et du coup, on a entendu parler du sport numericus. C'est quoi le sport numericus Alors, alors? Sport Numericus, c'est un rassemblement entre le monde du numérique et le monde du sport. Ça s'est fait en 2011 et pendant ce rassemblement, il y a des prix qui sont remis. Donc les prix de l'institution sportive, le prix du sponsor numérique, le prix de l'innovation sportive numérique. Par exemple, le dernier prix, c'était grâce à l'application du Canal Football Club. Donc, grâce à cette application, ils ont eu ce prix. Et l'autre prix sur lequel on voudrait s'attarder un peu, c'est le prix du sportif numérique. Donc, c'est afin de reconnaître un sportif dans ce qu'il fait sur le numérique. Par exemple, Amaury Levaux, pour le reciter, en 2012, il l'a eu. Donc, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme sportif de haut niveau, ça c'est indéniable, mais il est également reconnu comme tweetos. Et pour reprendre cette idée, enfin pour continuer plutôt sur cette lancée, c'est vrai qu'Amaury Levaux, dans l'entretien qu'on a eu avec, il nous a dit dans la rue, certaines personnes donc, me reconnaissent en tant que sportif, mais me parlent aussi de Twitter et m'incitent à continuer de poster des choses. Donc, si on a vu là que Sport Numericus était un bon exemple des, du bon côté de Twitter, du bon côté de la place du sport dans Twitter, il y a aussi un côté beaucoup moins reluisant, c'est celui des problèmes qu'il y a pu y avoir. Parce que les, parce que les sportifs subissent parfois des critiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire entre Joey Barton et Pierre Ménès justement? Alors, Joey Barton, qui est un footballeur anglais, et Pierre Ménès, qui est un journaliste sportif français, ont eu un clash par tweet échangé
sur un commentaire qu'a fait Pierre Ménès sur le joueur, sur Joey Barton. Et ça a découlé sur des propos qui ont été tenus par l'un, par l'autre. Et ça, en fait, ça s'est retrouvé aussi dans les médias. Donc, dans les médias, c'est le côté un peu transmédia de Twitter, c'est que les émissions télé, les émissions sportives, notamment celle où travaille Pierre Ménès, le Canal Football Club, ont récupéré ces tweets pour alimenter leur sujet. Et ça, c'est vrai que ça se retrouve un peu dans beaucoup d'émissions euh, sportives. Les autres problèmes qu'il peut y avoir, c'est sur le contenu des tweets. Par exemple, il y a donc une athlète grecque qui, en 2012, au JO, a été exclue des JO parce qu'elle a tenu un propos raciste dans un de ses tweets. Et par rapport au JO de Londres en 2012, qu'est-ce que vous pensez de cet événement par rapport à la twittosphère? Alors, les JO de 2012 ont été très importants pour la twittosphère. On va prendre l'exemple de la France et de l'équipe olympique française. Et c'est vrai que ça a été très représentatif d'un esprit de communauté. Il y a eu le hashtag Esprit Bleu qui a été créé pour les JO. Et ce hashtag a permis de récupérer tous les commentaires, tous les encouragements pour les sportifs. Donc au début, c'était réservé enfin réservé, c'était pour les twittos. Et puis on s'est aperçu petit à petit qu'il y avait surtout beaucoup de sportifs qui l'utilisaient vraiment pour imposer leur marque et pour imposer leur équipe sportive, mais à qui ils appartenaient? Ils appartenaient à l'équipe de France olympique. Sur Twitter, l'instantanéité, le moment présent, c'est quelque chose de super important. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport aux sportifs, là aussi, on nous montre que l'instantanéité a de l'importance. Parce que sur une performance, des followers vont faire des commentaires, mais des commentaires directs. Par exemple, ils sont devant la télé, ils voient la performance d'un sportif qu'ils apprécient, ils vont le commenter voilà, tout de suite, comme on a pu le voir dans notre introduction. Et en fait, là, la différence, c'est ils vont réagir directement sur le compte du sportif. Donc, ils vont le féliciter, alors que le sportif est sur la piste. Donc, ça marque l'instantanéité. Ensuite, l'autre chose qui est assez importante à noter, c'est que en fonction des performances, en fonction d'un exploit, d'un but important, le nombre de followers peut augmenter d'un coup. L'exemple qui nous a un peu marqué, c'est le but de Dembaba, qui est un footballeur qui joue à Chelsea. Et quand il marque son but en quart de finale de Ligue des Champions contre Paris, dans la soirée et sur le lendemain, il a eu plus 5000 followers, rien que sur le but. En guise de petite conclusion pour cette partie, ce qu'on peut dire, c'est que, au vu des entretiens, une fois de plus, on a le but au début de l'inscription, c'est vraiment d'être comme tout le monde, de sembler comme tout le monde et de montrer qu'on n'est même pas un sportif, qu'on est un twittos à part entière comme les autres. On a eu le témoignage par exemple de Marco da Silva, qui est un footballeur de Valenciennes, qui en fait s'était inscrit lui pour être avec ses amis, pour former une communauté autour de ses amis, mais hors son métier. Et donc il s'est inscrit pour ça, et finalement, avec le temps, il s'est désinscrit parce que ses amis s'étaient désinscrits. Pour les autres qu'on a pu avoir, donc oui, ils s'inscrivent pour sembler comme tout le monde, mais on se rend quand même assez vite compte qu'ils sont rattrapés par leur statut de sportif, que les tweetos, que leurs followers ne peuvent pas vraiment les considérer comme tweetos à part entière, parce qu'ils vont leur parler de leur sport, parce qu'ils vont leur parler de leur performance. Donc voilà pour cette séquence qu'on vient de vous présenter. Maintenant, la prochaine séquence, ça sera porté sur les métiers du sport en général, hors sportif, donc les journalistes sportifs, des profs de sport, et voir la relation qu'ils ont avec Twitter, un peu de la même manière qu'on a fait avec les sportifs.